Est-ce qu'on sait de où ils sont partis au Mexique? Qui ça? Quand ils sont partis au Mexique, Du Havre, non? Alors ils sont partis du Havre du Havre, et ils sont arrivés à Veracruz, oui. Alors on arrivait au port, à Veracruz, au vrai port, et de là on prenait un petit bateau qui faisait le long du golfe. Peut-être que les Desauches, ils sont partis de Gênes parce que c'était sous la... C'était encore piémontais, donc le grand port c'était Gênes, mais en 1883, c'était le Havre, et même après c'est Saint-Nazaire pour les derniers. Marie-France, pour les derniers, c'est Saint-Nazaire. Parce qu'il y avait déjà la compagnie transatlantique, donc c'était plus rapide. J'avais entendu dire qu'ils étaient partis de Nantes. Ben, Nantes, c'est Saint-Nazaire, le port de Nantes. Alors, mais je me demandais pourquoi un procès à Nantes, ils sont partis de Nantes pour un procès. Alors ils sont partis près de Nantes. J'avais pas compris. Mais il y a une lettre qui parle du Havre. Bah oui, quand Jean Desauches a fait venir Théophile Couturier, il lui a écrit une lettre avant, en 1882, pour lui proposer de venir travailler avec lui. Tu gagneras bien mieux ta vie, etc. Et donc là, il lui donne les horaires de bateau et il parle alors, oui, le Havre. Ouais. Et puis après, ça devient Saint-Nazaire, parce que c'était un plus grand port, c'était plus moderne. Et il a été combien de temps pour arriver à... 3 semaines, je pense, jusqu'à La Habane. 3 semaines. 3 semaines à mois, parce que on a les lettres, quand tu regardes les cachets, à l'époque, les courriers marchaient bien. C'était entre, 3 semaines et maximum 1 mois pour faire Chicaltepec. Hein. C'est pas Mexico, ni même Veracruz. Chicaltepec tourne. Alors oui, mais c'est vers 1890. Ça. Si tu replaces en 1833-40, là il fallait 2 mois avec elle. C'était la marine à voile et puis c'était plus difficile. Oui, il fallait faire escale à Cuba. On a une lettre de Joseph Pochat quand il est parti rejoindre les frères et sœurs Couturier en 1893. Alors, c'est une lettre assez amusante parce qu'il n'a jamais voyagé aussi loin. Et donc, lui, il part de Saint-Nazaire. Alors, il nous explique qu'il a fallu 12 jours de chemin de fer pour atteindre Saint-Nazaire, d'Annecy. Et puis qu'après, il a mis donc, environ 3 semaines. Mais il faisait escale à Cuba. Donc, ils vont faire de l'eau à la Havane. Alors, ils ont pris la chaloupe pour aller un peu, les jeunes qu'ils étaient, ils avaient 22 ans, ils sont allés voir le port. Et alors il dit, mais c'est incroyable, parce qu'il y a toutes les races. Des nègres, comme ils disent à l'époque, hein, je cite, des Chinois, des Espagnols, comme si les Espagnols étaient, entre guillemets, une race, enfin, un dépaysement. Et puis, il faisait tellement chaud, 35 degrés, on est allé s'asseoir à l'ombre, ça nous a brûlé les fesses, dit le banc. D'ailleurs, j'ai repris la lettre, comme si c'était le personnage qui racontait ça. Et ils étaient fascinés parce qu'ils n'avaient jamais vu l'océan. Imagine partir de Chanossière. Ben oui. Alors, il explique... Déjà ça, c'était déjà une aventure. Tu te rends compte, sur la mer, il explique que nous avons vu des poissons volants, les souffleurs, donc les baleines, enfin, c'était un autre monde. Est-ce qu'on finit par Cotane? Ici, puisque toi, tu as lu le côté Mexique. Alors, c'est donc la partie, enfin, la voix de Ernest, c'est-à-dire l'équivalent de Théophile Couturier. Ces montagnes, ces couleurs, ces paysages, voilà tout ce qu'Ernest avait connu pendant les 18 années de sa vie. Aussi ne pouvait-il apprécier la beauté des lieux, ni se demander s'il avait de la chance d'y vivre. Il ne pouvait même pas établir de comparaison, parce que c'était cela, c'était ici. Cet endroit et ses conditions de vie représentaient son seul point de référence et son seul ancrage. Mais ce matin-là, en sortant du chalet, il respira profondément l'air parfumé de la montagne
esquissant un sourire. Il mouilla son mouchoir dans l'eau du bassin de bois. À l'entrée, s'en humecta le visage et le cou. Il sentait les premiers rayons du jeune soleil et s'avança en direction de la pente herbeuse. Ainsi, avec le soleil en face, il pouvait à peine distinguer le village d'Éclé au loin, tout en bas. La brise estivale retentissait déjà des cloches de ses vaches qu'il faudrait traire dès le lever de ses frères. Il éclata de rire et se repassa le mouchoir humide sur le visage, tourna la tête vers le chalet. Un souffle de fraîcheur dissipait la brume dans son cerveau. Il sourit, s'assit sur une pierre et s'étira longuement, pourvu que les frères se réveillent. La veillée s'était prolongée et il paraissait le seul survivant de cette jeunesse rassemblée ici la veille, sous la lueur inquiétante de la lune d'été au milieu du pré de Cotagne, où se blottissait le chalet d'alpage de sa famille. Une vache s'approcha de la pente qui offrait à Ernest tout le panorama de la vallée. Très vite, elle décida qu'il n'y avait rien là d'intéressant et se mit à brouter en chassant les mouches de sa queue et des oreilles qu'elle agitait. C'était la Titine, une des vaches préférées de tout le monde, affectueuse comme un bichon, au lait réputé pour les fromages. Ernest tendit le bras pour la caresser, mais sa main fit sonner la campane sans le vouloir, et au milieu du silence matinal, le coup de cloche retentit comme s'il se trouvait sous le clocher de Saint-Maurice. Ils ont fait un peu une veillée à Cotagne, et voilà ce que ça donne. Communal qui était loué par bail, donc de 3 ans renouvelable en 6. Et tu sais, ils l'ont loué parce que la famille, ils l'ont loué en 1878. Enfin, ça se louait aux enchères. C'est-à-dire qu'on pouvait enchérir sur le prix de la montagne. Il y avait 3 bougies, et puis, bon, il y en avait un qui enchérissait, puis après, à la 3e, c'était à juger. Et là, l'arrière-grand-père, Claude, donc, il l'a loué de 1878. Alors, si on réfléchit, pourquoi? Parce qu'il avait déjà plus de 10 enfants. Il fallait bien mettre du beurre dans les épinards, aller trouver d'autres... Parce que Jintoin, c'était pas immense non plus. Et c'est là qu'il s'est mis à faire le hongreur aussi. À castrer, à faire la drogue de serpent, il y avait aussi l'onguent pour tirer le mauvais sang, qui était très bon, c'était comme un baume quand tu avais une plaie infectée, et tout ça qui ne tirait plus. Et donc ils sont restés, puisqu'après lui c'est Antonin Couturier qui a repris le relais, qui était resté célibataire, donc il était disponible pour monter, plus dur de monter à Cotagne. Mais là, une dernière question. Par où il passait avec les bêtes? Eh bien, je pense qu'il passait par deux accès. Les vaches, ils prenaient le grand chemin qui passe par au-dessus du Montremont, tu vois. On se demande comment il passait avec les vaches à Rochepindalle, comme on dit, parce qu'il y a un escalier qui a 3-4 mètres dans la pierre. Je me demande comment une vache pouvait passer sans se dérocher là. Enfin, il devait avoir un moyen de la mettre avec un lien. Mais même, c'est assez abrupt quand même. Et puis les chèvres, on sait qu'ils montaient par le Grès-à-la-Figue, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un raccourci. Au lieu d'aller chercher l'arête sur le Montremont, tu passes directement sur l'arête qui te mène en bas du pré de Cotagne. Et il y avait un 3e accès par le rocher, au-dessus des monts, au-dessus de Montisbran. Alors là, on ne passe pas avec des bêtes. Non. Et puis après, il fallait que les gosses, comme ils disaient, restent. Alors ils montaient céder à Antonin, à la grand-mère, tout ça, parce que la grand-mère, elle montait pour battre le beurre aussi. Et puis après, eux, ils étaient occupés à traire, à faire le fromage. Mais les chèvres, c'est qu'elles allaient, Théophile, ton papa, il le disait bien, il fallait aller chercher les chèvres au lait de lait au sommet de Cotagne. Alors, parfois, c'était pas commode. Il y avait la bourne aux chèvres aussi. Et une grotte, une espèce de grotte naturelle qui servait d'écurie, sûrement quand il y avait des orages. Enfin, c'était un monde, quoi, Cotagne. Et Théophile, ton papa, comme mon grand-père, il se souvenait de ça. Comme tu dis dans le roman, c'était aussi des vacances, dans le fond.
quand ils étaient là-haut, c'était bon, ils travaillaient, mais ils n'étaient plus au village, ils étaient quand même en alpage. Alors, ça ne devait pas être commode parce qu'il y avait des orages vers le 15 août, des fois ça emmenait la toiture, etc. Donc, et il y avait sûrement des petits, comment dire, des petits serviteurs qui étaient loués, des domestiques, comme on disait. Parce que mon grand-père, il racontait dans ses histoires, là, dans ses mémoires, qu'un jour, bon, ben, il y avait un jeune des Glières, déjà les distances qu'il parcourait. Donc, il était domestique à Cotagne avec l'oncle Antonin, ou je ne sais pas qui. Et il descendait les fromages ou le beurre, ou je ne sais pas quoi. Et puis, c'était le temps des cerises, c'était à peu près au mois de juin. Donc, ils sont montés dans le cerisier, Maurice, je ne sais pas, puis mon grand-père lui a dit, allez mange, profite, les cerises. Bon, les cerises, c'est un peu laxatif quand même, il a bu le café par là-dessus, ça fait un effet bœuf, si on peut dire. Donc, il a eu une indigestion, et ce Clément des Glières, dont je ne sais même pas le nom, puisqu'on ne disait pas les patronymes, c'était Clément des Glières, il était un peu en convalescence. Alors, sa mère lui a dit, bon, ben mon gars, c'est toi qui montes le remplacer. Et c'est comme ça que mon grand-père est resté 15 jours à Cotagne pour aider l'oncle. Donc, ça devait être quelque chose de très vivant. Puis après, la chambre à Cotagne, hélas, ce vieux chalet n'a pas été conservé dans les années 60. Il était couvert en bois encore, puis à l'époque, bon, on ne s'intéressait pas trop au patrimoine, vous en souvenez, c'était même bien plus beau que, bon, il y a un refuge, c'est la cabane en tôle, mais enfin, ça n'a plus rien à voir. Et donc, il y avait une chambre, il y avait l'écurie des chèvres, il y avait juste la cuisine qui devait servir à faire le fromage, sûrement, et puis une chambre pour les femmes, et quand la grand-mère montait, et tout ça. Et donc, tout le monde couchait dans le foin, couchait sous le toit. Alors, vous y avez couché? Ah oui. Parce que j'ai retrouvé une lettre de Jean Desauches qui était parti en 1858, le premier de la famille qui est parti au Mexique, et en 1900, peu avant sa mort, en 1910, quand une de ses filles vient à Thônes, il lui dit, bon, je suis content, tu es avec l'oncle Antonin, vous devez vous mettre d'éventrés, de florets, de tout ce qui était les dérivés du lait et tout ça, et puis tu dois coucher, on est tellement bien là-bas en montagne, on couche sous les ancelles, quoi, et on entend la pluie, on est dans le foin, etc. Enfin, il avait idée, mais il se souvenait encore, il n'était jamais revenu. 50 ans après, de cette vie montagnarde, que là, tu l'as vraiment, moi je trouve que, parce que quand même, pas d'ici, elle l'a vraiment très bien reconstitué, et même, elle a dit elle s'était documentée. C'est vrai, je me souviens, tu avais même fait un paquet qui n'est pas arrivé. Qui s'est perdu? Il y avait Monique à l'époque, et Monique, ouais. Elle suivait Monique Fillon, qui était la présidente des Amis de Thônes, et qui avait été émue par bien des passages. Et alors, tu avais tous ces livres. Et à un moment, dans ta rédaction, je me souviens, tu avais fait un chapitre qui était purement descriptif des traditions, comment on fait le fromage, ou je ne sais pas quoi. Et puis, tu avais dit, ben là, ça va pas très bien, parce que ça fait trop guide, quoi. Et finalement, tu as eu l'idée de le confier, puisque la voix qui parle par lettres, c'est la petite Léontine qui devient Francine dans le roman, elle s'exprime toujours par des lettres. Et donc, tu lui as fait écrire à sa cousine du Mexique, ben voilà ce que nous on fait, comment on va fabriquer le pain, et puis voilà. Parce qu'au début, bien sûr, je l'ai écrit en espagnol, et il fallait que j'explique aux gens là qui allaient le lire au Mexique, en espagnol, de quoi je parlais. Donc l'alpage ne nous dit rien. Donc c'était ça, il fallait que j'exprime bien ce qui se passait. Donc c'est pour ça que je pensais à faire la cousine qui explique à l'autre cousine du Mexique. Et le contraire aussi, pour parler déjà de l'ambiance, du climat même, des
coutumes au Mexique aux Français. C'était c'était elle-même qui reprend les passages de la cuisine mexicaine, qui le lui parle. Et c'est vrai, parce qu'on a une lettre de Léontine Couturier à sa cousine du Mexique, alors, il y en a une qui dit « Ah, comme j'aimerais déjà y être », puisqu'elle sait qu'elle va partir, elle va émigrer, et puis l'autre qui n'a jamais connu la montagne, « Ah, comme j'aimerais connaître la France ». Donc, c'est aussi vrai, finalement. Et, voilà, parler des racinements et tout, mais propre à la famille Couturier, enfin, est-ce que aussi au Mexique, encore aujourd'hui, vous avez ce besoin de connaître, enfin, comme vous, je pense, dans la famille, entre vous, est-ce que ça reste quelque chose de fort, de profond, de connaître d'où vient le berceau de la famille? Pour moi, oui. Voilà, oui, parce que je crois que pour quelques-uns, ouais, mais pas pour tout le monde. Voilà, ça dépend si ça a été transmis par les parents ou peut-être resté. Un peu, je crois, ouais. Et je crois que c'est aussi un besoin vraiment très personnel. J'ai des cousins comme Carlos qui voyagent partout, et ses frères et sœurs qui ne s'intéressent pas du tout. Donc, moi-même, je suis renseignée, bien sûr, c'est mon travail aussi, mais moi je suis venue, je voulais connaître, mon frère n'est jamais venu. Donc, ouais, c'est un peu. De Carlo. Quand vous parlez de Carlo, c'est lui qui était venu à Thônes la première fois, il y a, je sais pas, peut-être une trentaine d'années. Il était venu voir Carlo père et Carlo fils. Votre papa, qui avait rencontré papa. Il était venu pour demander. Et donc Carlo fils, c'est votre cousin. Ouais. Il est ma maman. Ils ont toujours une entreprise d'agrumes, Oui, ils ont des hôtels. Oui, et puis ils ont des hôtels. Mais lui, il a des hôtels. Je crois que c'est la famille. Et il a des frères et sœurs. Oui. Mais c'est lui seul qui a cet attachement. C'est un peu comme Gabriel. Voilà. Elle dit Il est venu avec sa sœur. Pendant quelques mois à Paris, quand on était petit. En fait, lui, il avait 20 ans à peu près. Et il y a un frère et une sœur qui ne sont jamais venus. Je crois que c'est un peu personnel. Non, simplement remercier donc Gabriela, et puis Jean-François, et puis aussi Nicole qui est intervenue aussi pour organiser ce moment, disons, qu'on a beaucoup apprécié. Je pense que tout le monde a apprécié cette rencontre, ce moment de rencontre, d'écoute, franchement. Je suis très reconnaissante, merci pour être venue. Oui, c'était pour préparer un petit peu sur le tas comme ça, mais enfin, on a tous été très contents de vous avoir. Ouais, je suis très contente d'être ici. J'espère que vous aimerez vraiment